Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Niké, le podcast de la Maison du sport au féminin de Toulouse. Notre but est de lutter pour un sport plus égalitaire, promouvoir le sport féminin, encourager les femmes à pratiquer, réduire les écarts dans le sport professionnel. Inspirés par la déesse Niké, grecque de la victoire, nous souhaitons encourager la pratique du sport féminin. Rejoignez-nous chaque mois pour des discussions passionnantes et inspirantes sur l'égalité des sexes dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la Lady Muskin Team, une équipe de skippers 100% féminins, composée de 4 femmes motivées à participer à des courses de voile et s'imposer dans ce milieu masculin. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Karine Menuet et Morgane Robin, qui ont toutes les deux 23 ans et qui font partie de cet équipage. Bonjour les filles, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter ? Bonjour, donc moi c'est Karine Menuet, j'ai 23 ans. Et je suis actuellement en 4e année d'études aux Beaux-Arts de Rennes. Et donc à côté, donc je navigue en régate depuis mon plus jeune âge et voilà donc le week-end quand j'ai le temps. Et moi c'est Morgane Robin et je suis commerciale en vente de voiliers à ITB Marine. C'est un chantier de construction et vente de voiliers de croisière rapide basé à Concarneau. Et j'ai toujours navigué, tout comme Karen, depuis mon enfance sur divers voiliers et en régate. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi vos coéquipières qui n'ont pas pu être présentes sur l'enregistrement ? Bien sûr, donc nous on est un pôle de 5 filles. Donc il y a Morgane donc, qui est la barreuse. On a Margot Pellet qui était la régleuse donc sur toute cette année. Moi, Karen qui était l'embraque N1. Donc on avait aussi 2 filles qui échangeaient donc en fonction des régates. Donc on avait Elodie, cadre, qui elle était aussi donc en braque, et Léa Le Calonnec qui était aussi donc en braque sur certaines régates. Alors vous nous parlez de termes un peu techniques. Est-ce que pour les novices comme moi et les auditeurs qui vont nous écouter, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les termes, s'il vous plaît ? En fait, il y a plusieurs postes bien définis sur le bateau. Tout le monde va rester sur le même groupe de tâches. On va avoir la barreuse qui va gérer plutôt ce qui va être direction du bateau, et ensuite les autres équipières vont gérer plus ce qui est voile, donc la propulsion et le réglage de la vitesse. Donc on va avoir une personne qui va principalement se concentrer sur la grand voile et les autres sur les voiles d'avant. Donc on va avoir sur ce bateau-là un foc et un Jenaker, donc une voile qu'on envoie au portant quand le vent vient derrière nous et qui va être une voile très très puissante. Il nécessite beaucoup de réglages assez précis, et ce qu'on va appeler en braque, c'est les personnes qui vont gérer ces voiles d'avant, toutes les manœuvres qui y sont associées. D'accord, bon, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler également de votre sport ? Donc c'est la voile. En quoi ça consiste en fait ? Ça consiste de naviguer, mais plus précisément, comment se passent les compétitions ? Voilà, comment se passe votre sport ? Alors nous cette année donc on était sur un Diam 24, donc c'est un trimaran de 8 mètres sur 11. Donc on a été on était sur le circuit du World Jam Tour. Le Diam 24 en fait c'est un support qui était avant sur le Tour de France à la voile. Maintenant ça a été remplacé par le Figaro, et donc il y a un nouveau circuit qui s'est ouvert pour les Diam 24, et donc c'est le World Jam Tour. Et nous on a été les premières femmes et les seules d'ailleurs sur cette année sur ce tour. Et c'est en fait pour le tour consiste à un ensemble de régates réparties dans l'année. Donc là, on était sur 6 régates cette année. Donc on va s'entraîner plusieurs week-ends pour arriver à performer sur une régate. Et on a des régates du printemps jusqu'à l'automne. On va avoir un classement sur chacune de ces régates individuellement et un classement global ensuite à la fin. C'était des régates sur toute la Bretagne Sud, donc ça pouvait être de la Trinité-sur-Mer jusqu'à Brest, par exemple, avec le Grand Prix École Navale, qui sont des courses assez prestigieuses. Et du coup, au niveau des courses, ça se passe comment ? Donc, au niveau des entraînements, vous vous entraînez en équipe, je suppose, et ensuite vous allez sur les compétitions. Et c'est des compétitions qui durent plusieurs jours, ou c'est plus de la vitesse, par exemple, sur un temps défini ? Alors ça dépendait des régates, mais c'était plus ou moins des régates de 3 à 4 jours. Ça peut aller jusqu'à 5 jours. Et en fait on part le matin assez tôt, mais on rentre toujours le soir parce que le bateau revient toujours à terre. En fait, il reste pas dans l'eau. Donc c'est des parcours stadium, ce qu'on appelle, avec une bouée au vent, une porte, et en fait c'est plus de la rapidité, de la vitesse. On doit effectuer des parcours donnés le plus rapidement possible, et le premier à franchir la ligne d'arrivée va être le vainqueur. On est sur un bateau qui est en monotypie, donc on régate que avec des bateaux identiques.
Donc le classement se fait vraiment en temps réel entre le passage de la ligne de départ et le passage de la ligne d'arrivée, ceux qui vont être les plus rapides. Et lors d'une journée de régate, on va faire plusieurs parcours de ce type. Et l'addition de tous les parcours sur une régate va donner le classement global. Et on peut aussi être amené à avoir des parcours un petit peu plus longs qu'on va appeler parcours côtiers, où là, ça va être plus un parcours entre différents points de côte. Ça peut être du balisage en mer, ça peut être faire le tour du Nil, par exemple. Et entre ces types de parcours un peu plus construits, entre des bouées et un peu plus côtiers, on va avoir vraiment une diversité et ça nécessite d'avoir pas mal de connaissances en navigation à tous les points de vue. Vous avez dit que vous aviez 23 ans, donc vous êtes quand même assez jeune. Comment vous avez découvert ce sport ? Et qu'est-ce qui vous a fait aimer la voile ? Qu'est-ce qui vous a fait aimer participer à des compétitions et être en équipe ? Alors moi j'ai commencé la régate quand j'étais toute petite, donc j'avais 7 ans, puisque en fait mon père il tient une école de voile et il avait monté justement un équipage 100% féminin, plutôt un groupe 100% féminin, et on faisait des compétitions en optimiste régional et à titre régional et départemental. On avait des optimistes roses d'ailleurs. Et moi c'est vraiment ça qui je suis rentrée directement dans le monde de la régate. Donc j'ai fait de l'optimiste, donc le premier bateau de course en fait, pendant 3 ans. Et ensuite je suis passée sur l'Open League, qui est aussi un dériveur. Donc ça j'en ai fait pendant 2 ans. Ensuite je suis devenue monitrice de voile. Et donc pour me consacrer à mes études, j'ai un peu arrêté la régate. Et j'ai repris justement avec le Diane 24 il y a 2 ans, voilà. Et puis je fais aussi d'autres régates à côté. Je fais un peu de J80 et un peu de mini 650 récemment. Et moi de mon côté, un petit peu comme Karen, je suis tombée dans la voile assez jeune. Mes parents avaient un voilier, donc j'avais l'habitude de naviguer avec eux. Et j'ai très vite voulu avoir mon propre bateau et le diriger moi-même. Donc tout comme Karen, ça a été l'optimiste, donc un bateau qu'on dirige en solitaire. Et j'ai évolué sur différents supports en grandissant, donc sur des bateaux de plus en plus grands. Donc de l'optimiste, de la planche à voile, de l'Open 570, des voiliers du solitaire, je suis passée à l'équipage. Et puis plus récemment sur des quillards de sport, donc comme le J80, tout comme Karen. Je me suis orientée de plus en plus vers des régates d'un bon niveau et sur le large également, qui m'a toujours attirée. Et moi, ce qui me plaît dans la voile, c'est vraiment la sensation de liberté, le voyage qui va y être associé, l'environnement marin. Ok, écoutez, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent dans l'enfance que les jeunes filles créent des passions pour un sport. Et c'est vrai que c'est très important pour les parents d'initier les enfants à des pratiques, à de la pratique sportive, à de la découverte sportive, pour qu'il y ait des filles comme vous après qui s'investissent dans ce sport, qui est hyper méconnu quand même si on a le Vendée Globe, on a la Transat Jacques Vabre, qui sont des courses qui sont médiatisées. C'est un sport qui est quand même relativement peu médiatisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, les filles, comment se passe une semaine d'entraînement en équipe ? Donc nous, déjà on était 5, donc il faut déjà pouvoir que tous les 5 nos emplois du temps soient en accord. Donc ça c'est assez compliqué. Donc en fait nous on s'entraînait le week-end, plus souvent, et donc on n'avait pas de coach attitré, donc en fait on s'entraînait, on sortait le bateau le matin et on faisait des manœuvres, voilà, on s'entraînait parfois avec d'autres concurrents, d'autres bateaux. C'est plus intéressant d'être plusieurs, ça nous met vraiment dans les conditions de la régate. Et récemment on a eu la chance d'avoir des coachs qui ont pu nous suivre et qui pouvaient nous donner des conseils, et c'est plus le but pour l'année prochaine, de faire vraiment des entraînements avec quelqu'un qui nous suit pour avoir plus de progression. Donc c'est vraiment des journées entières de navigation sur l'eau avec de la répétition pour bien progresser et arriver à minimiser le temps qu'on passe à effectuer chaque manœuvre. Et puis au-delà de ça, on va avoir un petit peu de préparation physique en complément, et puis préparation de la stratégie de course, regarder la météo, apprendre à lire le plan d'eau, tous ces éléments qui peuvent nous aider à performer après pendant la course. Voilà, et puis il faut aussi que sur le bateau, entre nous, on arrive à bien communiquer. Et ça, je pense que c'est le plus gros du travail à faire aussi, à bien se concorder dans les manœuvres, qu'on soit
soit vraiment constante aussi dans ce qu'on fait. Et ça se fait pas directement. Il faut vraiment de l'entraînement pour réussir à faire ça. Oui, j'imagine que ça doit être beaucoup d'heures d'entraînement pour apprendre à communiquer entre vous, apprendre à vous connaître, à ce que chaque personne gère son poste sur le bateau. Mais du coup, quel est votre objectif là en équipe? Nous, notre objectif, c'est vraiment déjà premièrement de réussir à avoir un bateau pour l'année prochaine, puisque en fait on avait des sponsors sur l'année 2024, mais ils nous suivent pas sur l'année 2025, donc c'est premièrement de réussir à trouver des partenaires qui nous soutiennent, et puis de continuer à progresser, puisque l'année prochaine il y a plus de bateaux sur le circuit déjà. On a réussi à ramener de la mixité. Donc on sera plus le seul bateau féminin. Donc voilà, on veut continuer de s'imposer, montrer qu'on est toujours là, progresser aussi, parce que on est assez nouvelle sur le circuit. Quand on a commencé la régate, on se connaissait depuis 1 mois à peine. Donc voilà, on a vraiment sur cette année, ça nous a donné la rage de continuer et de se battre aussi, de montrer qu'on est là et voilà. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, les difficultés financières, ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie du sport féminin malheureusement. Le sport féminin est très peu financé. On a beaucoup de filles comme vous qui font du sport à haut niveau, qui veulent participer à des compétitions et ça leur coûte beaucoup d'argent, ça leur coûte très très cher et elles cherchent constamment des entreprises pour les financer, des sponsors, voilà, des personnes pour les accompagner, que ce soit pour du don ou du mécénat de compétences. Et je rebondis sur la Maison du sport au féminin qui est capable d'accompagner des sportives sur de la recherche de financement, sur de la recherche de mécénat de compétences ou de dons grâce à son réseau et voilà toutes les compétences que peuvent avoir la Maison du sport au féminin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Karen, parce que vous nous avez sollicité dans le but de rechercher des financements pour 2025. Donc voilà, si à bon entendeur, si quelqu'un nous entend, les filles recherchent des financements pour leur bateau l'année prochaine. On a parlé de ce sport comme quoi c'était un sport assez masculin. Vous l'avez dit, l'année dernière, vous étiez la seule équipe féminine, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Comment sont représentées les femmes dans ce sport, dans la voile, globalement, et est-ce que vous avez eu des mésaventures? Déjà on a eu de la chance c'est quand même un sport qui a plutôt bien évolué à l'heure d'aujourd'hui sur cette question, mais grâce à d'autres navigatrices qui ont su s'imposer avant, mais c'est vrai que c'est toujours il y a toujours plus d'hommes dans ce milieu. Déjà nous quand on est arrivé sur le Diam 24, on l'a bien vu, il y en avait pas. Mais ça évolue de plus en plus et après je pense qu'on a tous eu des petites mésaventures, pas forcément en fait avec les concurrents ou autres. Enfin, moi personnellement c'était plus avec des comités de course ou des jurys. Enfin, je vais vous raconter une petite anecdote. Par exemple cette année sur une de nos régates, il y a un comité qui nous donnait des petits surnoms comme par exemple les blondasses ou les petits bonbons, qui sont des surnoms un peu infantilisants. Mais après c'était sans méchanceté, mais c'est vrai que ça serait peut-être pas dit à un équipage masculin. Après, en général, avec les concurrents ou quand on navigue en mixité, ça se passe toujours bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu le problème. J'ai toujours été entendue à la même échelle qu'un homme. J'ai eu quelques petites mésaventures lorsque j'étais dans un équipage mixte où on aimait bien quand même me faire comprendre que j'étais plus petite et que j'avais moins de force que mes études. Enfin voilà, des petites choses, mais après il faut savoir s'imposer. Et je trouve que justement, grâce, le fait d'avoir fait un équipage féminin aussi, moi ça m'a donné plus confiance et maintenant on est excité, on m'écoute et je sais plus m'imposer. C'est aussi ça le problème quand on navigue en équipage mixte. On a beau être une femme, faire de la voile et avoir sa place sur un bateau auprès des hommes, on peut aussi avoir quelque chose d'avoir plus de difficultés à accéder à certains postes. On va assez difficilement laisser la barre à une femme, par exemple, sur des bateaux mixtes, parce qu'on considère qu'elle a un niveau un peu moins élevé. On va lui donner des postes un peu moins importants, un peu moins physiques aussi. C'est pas elle qu'on va mettre à envoyer un speed et une voile assez lourde, parce qu'on va se dire qu'elle a pas assez de force, alors qu'au final, on peut compenser aujourd'hui la force physique par d'autres choses, des techniques, de l'entraide à bord. Et le fait de naviguer en équipage féminin, ça permet nous d'accéder à tous ces postes-là et de prouver aussi que on est capable de fonctionner aussi bien que les gars. On a, par exemple, sur la première régate de l'année, où on était assez attendu sur le fait
d'être le nouvel équipage féminin qui arrivait auprès de plusieurs équipages masculins très expérimentés. Avec des grosses conditions. Il y a eu, en plus. Ouais, il y avait un vent très 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 fort. Donc on nous a un petit peu fait peur en nous disant qu'on n'aurait peut-être pas le niveau, qu'il faudrait peut-être qu'on abandonne, qu'on fasse attention lors de la course. Et on a prouvé qu'on était capable de mettre 10 concurrents masculins derrière nous et gérer notre bateau sans aucune casse, ce qui n'a pas été le cas de certains de nos concurrents pendant toute la course. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait réaliser à l'ensemble des concurrents qu'on avait tout à fait notre place sur le circuit. Ça me fait halluciner ce que vous racontez parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont besoin de prouver qu'elles sont fortes, de prouver qu'elles ont leur place. Plus qu'un homme, ouais. Deux fois plus qu'un homme, effectivement, et tout le temps, quel que soit le sport, quel que soit le travail, le métier, c'est toujours cette question de prouver. Et vous l'avez fait en montant cette équipe 100% féminine, mais vous avez encore beaucoup de choses à prouver visiblement avec les remarques que vous avez reçues. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et j'attire l'attention à toutes ces personnes qui ne croient pas en ces femmes-là dans le sport, de réaliser que tout est possible et que toutes ces femmes-là ont les capacités de le faire. On va continuer. Est-ce que vous avez un modèle de femme sportive, une femme qui vous a inspiré, qui, quel que soit le sport, hein, si c'est pas en voile, voilà, quelqu'un qui vous inspire au quotidien ou qui vous a donné de la force quand vous étiez jeune? Moi, c'est vrai que ma première inspiration depuis toujours, ça a été Florence Artaud. Je pense qui est quand même une référence actuelle dans le milieu de la voile féminine. Donc c'est la première femme à avoir gagné la Route du Rhum, et surtout elle a su pareil, elle a dû beaucoup prouver en fait, et justement grâce à ses victoires elle a su se battre aussi, elle a su tenir tête justement aux hommes qui disaient qu'elle pouvait pas réussir. Aujourd'hui elle fait partie des seules femmes qui ont gagné la Route du Rhum. Donc voilà, enfin moi c'est ma première référence. Après, plus actuelle, évidemment, il y a Violette d'Orange, hein, qui est actuellement sur le Vendée Globe, qui justement a 23 ans aussi, qui a notre âge, et ça donne envie de pouvoir, de réussir, et avec une évolution aussi, parce elle a évolué très très vite et elle a su se faire une place rapidement, donc forcément on pense à elle. Et moi, exactement de la même façon, je vais vraiment avoir des références dans le milieu de la voile qui est notre milieu. Et c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de toutes ces femmes-là et de l'avancée qu'elles ont permis de la féminité dans la voile. Donc, je les suis beaucoup, et c'est vrai qu'on les regarde beaucoup. Ne serait-ce que sur le Vendée Globe, elles sont que 6 sur 40 marins, donc ça progresse, mais il y a encore du travail à faire. Et oui, il y a aussi beaucoup de figures féminines aussi. Au JO, par exemple, je rebondis, tout à l'heure, on parlait des femmes aujourd'hui dans le sport. Ça a bien évolué aussi, puisque au JO, ils ont dit qu'il y aurait une parité. Bon, finalement, apparemment, il y aurait toujours pas de la parité, mais en tout cas, dans la voile, il y a beaucoup de supports à l'heure d'aujourd'hui qui sont mixtes et qui sont qui ont obligation d'être mixtes. Et beaucoup de courses aussi, par exemple en mini 650, un bateau de course au large. Un bateau que Morgane et moi on découvre un peu, et on participe à quelques courses maintenant il y a des courses qui sont obligatoirement en mixité, en double mixte. Voilà, et donc ça ouvre plus de portes aussi. Bon, ça fait débat forcément, hein, mais en tout cas nous on est bien contentes. Mais il y a quand même une petite particularité dans le monde de la voile, c'est que contrairement à beaucoup d'autres sports de haut niveau où on va avoir les hommes qui concourent dans la même catégorie et les femmes qui concourent dans la même catégorie, en voile, quelle que soit la composition de l'équipage, on est toujours en mixte. Donc les femmes concourent à armes égales contre les hommes. Donc c'est vrai que d'avoir des propositions d'équipage 100% mixte imposées, c'est assez intéressant aussi pour voir ce que ça peut donner. Oui, c'est vrai. Et vous avez parlé de Violette d'Orange, donc je rebondis. Violette, c'est une jeune skippeuse, je ne sais pas si on le dit au féminin. Skippeuse, oui, ça peut le dire. Skippeuse, voilà, qui vient de se lancer sur le Vendée Globe, qui a commencé il y a quelques semaines, il me semble. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Violette? Effectivement, elle a 23 ans comme vous. Est-ce que c'est un parcours que vous envisagez? Est-ce que vous avez envie d'atteindre le niveau qu'elle a, de peut-être envisager de participer à un Vendée Globe comme elle? Moi, elle m'inspire de par sa détermination et son ambition. Depuis toute jeune, elle a vraiment tout misé sur la voile. Son parcours, il est quasiment exemplaire, et c'est vrai que c'est le parcours idéal, et
on fait de la voile et forcément on suit ces bateaux de course qui sont des bateaux de course au large qui font rêver, où il y a vraiment l'aspect course mais l'aspect aussi voyage. Enfin, c'est une véritable aventure que vivent les coureurs au large. Et moi, ça m'a toujours inspiré. Et si je peux évoluer sur des supports de plus en plus grands et arriver jusqu'à l'IMOCA, ce serait vraiment un accomplissement. Après, c'est un parcours très très compliqué à réaliser. C'est des subventions, enfin des sponsoring qui sont encore plus importants que nous, notre projet à notre échelle. Donc beaucoup de personnes, je pense, sont inspirées par ces projets-là, mais arriver à en monter un, c'est un parcours du combattant. Mais si on peut y arriver, on fera tout ce qu'il faut pour, en tout cas. Et on vous le souhaite. Oui, je pense qu'on a tous évidemment, on rêve tous un peu de faire le Vendée Globe. Après, oui, c'est quand même un choix. Enfin, il faut s'y consacrer à 100%. Mais c'est vrai que Violette d'Orange, déjà, elle a eu une évolution très rapide. Elle a fait beaucoup de records aussi, donc c'est pour ça qu'elle a été très vite reconnue. Moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est surtout que, par exemple, là, elle fait des vidéos sur son bateau, sur le Vendée Globe, et elle montre bien sûr la partie technique de comment elle fait fonctionner son bateau, mais aussi plus personnelle aussi. Enfin, elle montre plus ses sentiments, comment elle ressent le bateau, si ça va pas parfois, alors que c'est vrai que pas beaucoup de skippers le font. Ils montrent plutôt leur performance, mais pas forcément qu'est-ce qui se passe réellement sur le bateau, quand il y a des choses qui cassent ou quand il y a des downs, des moments de faiblesse. Et ça, je trouve que ça fait quand même partie. C'est quand même une partie hyper importante de la navigation, de le montrer. Donc voilà, en tout cas, elle a le courage de le faire. Et voilà. D'accord. On va parler maintenant des problématiques féminines. Alors, je dis problématiques entre guillemets, bien sûr. Comment vous gérez les problématiques féminines, à savoir, par exemple, la menstruation dans votre sport? Est-ce que vous êtes sensibilisé à ces questions-là? Est-ce que vous aurez des conseils à donner? Il n'y a pas vraiment de sensibilisation. Je pense que de toute manière, on en parle entre nous parfois si on a ce problème-là. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir par exemple des maillots de bain qui sont adaptés, des maillots de bain menstruels qui sont plus pratiques pour les cups où on peut rester plusieurs temps sur l'eau sans avoir ce problème. Après, moi personnellement, j'ai la chance de pas avoir des grosses douleurs, donc j'arrive. Enfin, c'est vrai que quand je suis sur le bateau, on est tout le temps en action et donc j'y pense pas forcément. Je pense que chacune a un peu ses méthodes pour y faire face. On prend un bon médicament. Moi, c'est vrai que je prends la pilule en continu pour éviter que sur les régates j'ai mes règles, et du coup voilà, je fais mon petit calendrier et puis ça tombe bien pour les régates. Ouais, c'est vrai que d'être en équipage féminin aussi, ça permet de pouvoir en parler un petit peu plus librement et d'être plus à l'aise avec ça sur des régates si éventuellement ça arrive. Après, tout comme Karen, c'est vrai que j'ai fait le choix de la pilule pour pouvoir un petit peu diriger le moment où je vais avoir mes règles. Pas forcément pour le Diam 24 où ça va être des régates à la journée, donc c'est assez gérable. Mais quand je vais partir, je sais, sur des courses un petit peu plus au large ou des grandes croisières de plusieurs jours, sur des bateaux de course où il y a pas vraiment de toilettes, on est assez proches les uns des autres, et c'est vrai que je vais éviter d'avoir mes règles à ces périodes-là, et parce que je sais que ça peut être potentiellement un handicap sur des régates de plusieurs jours en mer, non-stop, nuit et jour. D'accord. Et pour toutes les filles et les femmes qui nous écoutent, pensez à vous renseigner auprès de votre gynécologue ou sage-femme pour trouver la meilleure solution possible pour vous. Parler de vos règles, de vos douleurs, de votre contraception pour qu'elle soit le plus adaptée possible à votre pratique sportive. Les filles, si vous deviez choisir un souvenir marquant dans votre sport, lequel ce serait? Moi, je vais parler d'un souvenir marquant cette année avec les filles. Donc, ça a été sur une régate qui s'est déroulée au Cap Sizun. C'était le Tour de l'île de Sein. Donc, c'était une régate avec un parcours côtier qui a duré combien de temps? 4 heures, 5 heures. Et donc c'était un côtier où on devait faire le Tour de l'île de Sein, donc en passant par le Raz de Sein. Donc, il y a un peu un passage emblématique. Et donc, nous, on a fait un record du monde, puisque c'est un record qui n'a jamais été fait par des femmes. Donc, c'est un record du monde. Donc, on est les femmes les plus rapides à avoir fait le tour de l'île de Sein. Et on avait un paysage vraiment magnifique. On a vu des dauphins, on a vu plein de choses, et c'était un peu notre premier côtier ensemble, et il était très beau, assez marquant, et puis en plus on arrive à mettre des bateaux derrière, donc ça fait plaisir.
Et moi, de mon côté, une navigation qui m'a vraiment marquée. Alors, l'année dernière, j'ai effectué une transatlantique retour, donc un convoyage qui était de la Martinique jusqu'aux Açores au Portugal. Et j'ai passé 3 semaines en mer sur un bateau de 12 mètres. Et ce qui m'a marqué vraiment, ça a été l'arrivée aux Açores après 3 semaines à voir que de la mer, voir enfin de la terre. Et on a eu la chance de voir des baleines. Et c'est vrai que c'était un moment assez magique et qui m'a fait réaliser vraiment toute la beauté de la navigation à la voile et le voyage et ce que peut nous offrir la mer aussi. En tout cas, ça donne envie. Les filles, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? On nous souhaite des partenaires, on nous souhaite de pouvoir continuer concrétiser notre projet. Concrétiser et puis pouvoir faire aussi nos projets de course au large plus tard. Continuer à évoluer sur ce circuit, sur d'autres bateaux, sur des projets de plus en plus importants. Et puis que la voile s'ouvre aussi aux femmes et aux nouvelles aussi qui veulent venir avec nous. Et pourquoi pas inspirer d'autres femmes comme nous, on a pu être inspirés par des navigatrices comme Violette d'Orange et un jour être un modèle et encourager d'autres jeunes filles à se lancer dans ces projets-là aussi comme nous on l'a fait et oser. Alors, si vous voulez, vous, auditeurs, participer à cette aventure avec cet équipage 100% féminin, vous pouvez les suivre sur Instagram, Lady Muskin Team. Je vous mettrai le nom de l'Instagram en description. Et si vous êtes intéressé plus précisément pour les accompagner, que ce soit financièrement ou autre, vous pouvez contacter la Maison du Sport au Féminin à contact@maisondusportauféminin.fr. En tout cas, merci les filles pour cette interview. J'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs aussi, auditeurs et auditrices. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite et on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce podcast. Merci pour cet échange et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter et à en parler autour de vous. N'oubliez pas que chaque partage compte énormément. Ensemble, accélérons le changement au service des femmes et des initiatives existantes qui se veulent nombreuses, inspirantes et précieuses. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, rendez-vous sur notre compte Instagram, Maison du Sport au Féminin. À très vite pour un nouvel épisode.